Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, où nous allons aborder les soins de support et particulièrement l'hypnose. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités de taille. Donc nous avons Gersande Diclou qui est hypnopraticienne et nous avons Géraud Payot qui est un patient atteint de sclérose en plaques qui s'est lui-même formé à l'auto-hypnose. Donc je vais les laisser se présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, Jacinthe Dikelou, je pratique l'hypnose depuis 9 ans. Voilà, suite à une reconversion professionnelle, je trouvais que ça avait du sens d'accompagner l'humain au service de l'humain et pas l'humain au service de l'entreprise. Et quand j'ai découvert l'hypnose, je me suis dit que, ah oui, j'avais trouvé ma place. Donc, je suis en cabinet depuis 2013 et depuis 2017, j'ai créé un nouveau concept de cabinet partagé parce qu'évidemment, il y a l'hypnose, mais comme on le verra un peu plus tard, il y a plein d'autres pratiques. Et l'idée, c'est qu'on est tous complémentaires et qu'on peut accompagner au mieux les personnes qui ont besoin, voilà, de se reconnecter à leur corps, de voir les choses un petit peu autrement pour aller chercher leurs ressources et les mettre à profit, à leur profit pour aller beaucoup mieux et pouvoir dépasser tout ce qu'ils ont à traverser. Et je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour pouvoir partager toutes ces bonnes idées. Et merci à toi, Gersande, parce que c'est vrai qu'on sait que le quotidien avec une maladie chronique n'est pas évidente. Donc, se faire aider pour tout ce qui est gestion des symptômes ou autre, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, Géraud va pouvoir nous en parler. Donc, je te laisse te présenter, Géraud. Merci Eva. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je m'appelle Géraud, c'est mon prénom, c'est juste. Et donc j'ai une sclérose en plaques qui a été diagnostiquée en 2004. En 2017, j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec l'évolution de la maladie. Et à ce moment-là, je suis parti sur un défi qui était un peu mon chemin de résilience, qui était de faire Paris-Marseille en kayak. Alors j'aurais pu le faire en 3 heures en TGV, mais je ne savais pas quel TGV, donc je l'ai fait en kayak. Ça a duré 55 jours. Et donc, dans ce cadre-là, j'étais suivi à l'époque au CHU de Grenoble et les neurologues m'ont proposé de me former pour m'aider, me former à l'auto-hypnose pour m'aider dans la gestion des douleurs à la fois liées à pathologie et des douleurs qui risquaient d'arriver au long cours sur ce trajet de 55 jours. Voilà comment je suis tombé dans l'hypnose il y a 5 ans. Mais dis-moi, Géraud, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire d'un coup, je vais aller faire ça en kayak, justement, avec une maladie chronique? Et qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à vouloir faire c'est un sacré challenge quand même. Je me demande encore. Non, plus sérieusement, je voulais aller à la rencontre des patients et leur dire, on sait que c'est pas toujours simple la vie de maladie chronique, hein, on le sait avec une sclérose en plaques, mais lâchez rien, ayez des rêves, comme dit Saint-Exupéry, faites de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ben, j'avais envie de vivre un rêve complètement fou, d'aller à la rencontre des autres. Et c'est comme ça qu'est née l'association dont je m'occupe, qui s'appelle Aventure Ustive pour humaines et sportives, parce qu'on fait avant tout des aventures humaines et sportives. Et c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir après nous en dire un peu plus sur comment tu t'es formé à l'auto-hypnose. Mais je pense quand même, avant toute chose, qui serait quand même important d'aborder, c'est l'hypnose, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on en entend un peu parler dans tous les sens. Et c'est un peu compliqué de savoir le vrai du faux, qu'est-ce qui peut nous aider, pas nous aider. Donc là, on va vraiment parler de l'hypnose qui est vraiment là pour nous accompagner au quotidien. Donc, je vais laisser la parole à Gersande parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que l'hypnose? Mon chat a l'air intéressé de savoir ce que je vais raconter. Donc, l'hypnose, c'est vrai qu'en général, on ne va pas se mentir, on entend parler d'hypnose dans les spectacles, hein, avec des gens connus comme Mesmer, mais d'autres. Et l'idée, c'est que oui, c'est la même hypnose, mais on ne va pas l'utiliser de la même façon. L'intention n'est pas du tout la même. En spectacle, c'est pour faire le show, utiliser nos capacités naturelles pour faire le show. Et en cabinet, avec un praticien, l'idée, c'est d'utiliser cette capacité naturelle pour aller chercher des ressources qu'on a à l'intérieur de nous et dont on ne soupçonne même pas l'existence. Il s'agit de la même chose, il s'agit de se raconter des histoires, hein, et on sait très bien que quand on va au cinéma et qu'on est hypnotisé par un film, en fait, on nous raconte une histoire, mais elle a tellement de sens pour nous qu'on est complètement absorbé, on n'a plus de notion du temps, ni une notion de l'espace où on est, et on est captivé. Et parce qu'on est captivé, notre corps va réagir en fonction de l'histoire qui est racontée. On peut même avoir des émotions, on peut pleurer si c'est triste ou rigoler si c'est chouette, et pourtant il s'agit d'histoire. Eh bien, en cabinet, c'est la même chose, c'est se raconter des histoires qui ont du sens pour nous
pour se permettre de voir les choses autrement. Je donne un exemple très, très simple. Imaginez 2 enfants qui sont frères et sœurs, ils ont 5-6 ans, et ils sont au bord de l'eau, ils s'amusent comme des petits fous, comme des gamins. Les parents sont sur la plage à les surveiller. Et puis d'un seul coup, il y a une vague qui est un peu plus forte et qui va les renverser tous les deux, vont se retrouver les fesses dans l'eau. Eh bien, même s'ils ont la même expérience de vie, il y en a un qui va être mort de rire et l'autre qui va être mort de peur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, va se raconter des histoires différentes. Et effectivement, celui qui vit ça comme quelque chose de très drôle, ben, on peut dire que voilà, c'est très gai pour lui, mais celui qui vit ça comme quelque chose de presque traumatisant, eh bien, on peut imaginer que ça ne va pas être très chouette à vivre plus tard. Alors, l'hypnose en cabinet, par exemple, va lui permettre pas d'effacer ce qui est arrivé parce qu'effectivement, à un moment donné, il a été renversé par cette vague, mais va lui permettre en fait de se raconter peut-être une autre histoire autour de ça. Alors, peut-être pas pour rendre la chose très drôle comme son frère ou sa sœur, mais peut-être de façon neutre. Voilà, la vague, elle est là et ça lui a permis de bouger à ce moment-là, de changer de position et de diminuer peut-être le niveau d'émotion qui s'est créé à ce moment-là. Et pour arriver à ça, eh bien, on se raconte des histoires, mais on s'en raconte tous les jours des histoires. Quand on est là à se dire « je ne vais jamais y arriver, je suis nulle, je suis un bon à rien », parce qu'en général, on se raconte tous des histoires comme ça, et ben, c'est notre réalité en fait. Et d'utiliser l'hypnose, ça permet en fait, encore une fois, de voir les choses sous un autre angle, d'être plus libre dans sa capacité à percevoir ce qui se passe en nous et autour de nous pour aller mieux. J'espère que j'ai pu décrire la chose. Oui, et du coup, je vais rebondir sur quelque chose justement. Donc, effectivement, ça va nous raconter des histoires et on va pouvoir se permettre de voir les choses de manière différente. Mais justement, quand on vit avec une maladie chronique, donc notre souci principal, ça va être nos troubles au quotidien. Ça peut être des symptômes invalidants, ça peut être des douleurs, ça peut être des insomnies, ça peut être des craintes, des peurs, ça peut être énormément de choses. Et en quoi l'hypnose va pouvoir nous aider, nous accompagner, nous permettre de mieux vivre avec? Eh bien, l'hypnose, j'ai presque envie de dire que c'est un peu un échappatoire, une façon un peu comme si de voir les choses autrement. J'ai une image qui me vient, je la partage. Imaginez que vous êtes dans un endroit qui est plein de fumée de cigarettes, donc pas très agréable, et que vous avez la possibilité de mettre votre visage, d'ouvrir la fenêtre et de passer votre visage à travers la fenêtre pour respirer autre chose. Eh ben, c'est un peu pareil. En fait, l'hypnose nous permet de nous extraire peut-être d'un quotidien, d'une façon de penser. Souvent, je dis, par exemple, la douleur, on la nourrit souvent comme quand on met du bois dans la cheminée, c'est-à-dire j'ai mal, je pense à la douleur, je l'entretiens. Mais si à un moment donné, je m'autorise à penser à autre chose, à voyager, à percevoir finalement ce qui était énorme de façon tout petit, eh bien, d'un seul coup, je peux libérer de l'espace et pour amener une autre ambiance dans mon corps, par exemple. Complètement. Et je pense que Géraud est bien placé pour en parler puisque c'était justement un peu son défi. Donc, je te laisse nous en parler, Géraud, justement, comment l'hypnose a pu justement améliorer, changer ta vie. Je te laisse nous en parler tout de suite. Oui, alors justement, quand Gerson nous expliquait, j'aimais bien l'exemple des différents exemples et dont celui du cinéma. Finalement, le cinéma, on est en train de recevoir, d'entendre une histoire qui va nous transporter, qui va nous détacher du monde extérieur, qui permet à la fois de s'abandonner et puis d'être dans une sorte d'état un peu de conscience modifié où on pense plus au quotidien, mais on est capté par ce qui se passe. L'idée dans l'auto-hypnose, justement, c'est de se raconter une histoire ou de se mettre mentalement dans un environnement qui va nous permettre un petit peu de changer notre façon de percevoir une situation, nos émotions, nos sensations. Souvent, quand on a une douleur et des douleurs dans notre pathologie, on est nombreux à être confrontés à ça. Ben, en fait, compte, le cerveau il tourne en boucle, j'ai de la spasticité, mon mollet étire, ainsi de suite. Et l'idée, c'est d'amener le cerveau dans un autre espace, on va dire, un petit peu de le faire de manière intentionnelle, de manière à utiliser nos ressources pour arrêter de se focaliser sur cette douleur et de concentrer notre cerveau sur d'autres choses. Et ça nous permet justement de se connecter. L'hypnose, pour moi, c'est un peu comme une boîte à outils dans lequel je vais aller piocher selon mes besoins. Alors, je vais réfléchir à un environnement que j'aime bien, une photo, un espace, et puis hop, mon cerveau va partir là-bas. Et pendant ce temps-là, je vais venir relâcher un certain nombre de tensions. Ça peut être avec de la respiration, ainsi de suite, on va en reparler. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire ce travail
mental de rentrer dans un espace qui permet de se libérer un petit peu de ce qui nous oppresse ou ce qui nous fait mal, quoi. Complètement. Et c'est très, très important justement de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de pouvoir être à l'écoute de son corps. Et je pense que pour pouvoir bien vivre une maladie chronique ou bien vivre tout simplement, il me semble qu'il faut être à l'écoute de son corps parce que je pense qu'il nous parle, il nous dit beaucoup de choses. Donc, si on se met un petit peu à l'écouter et à essayer de prendre en considération certaines choses, je ne dis pas qu'on peut tout régler, encore une fois, je ne dis pas que c'est la solution miracle, on claque des doigts et c'est comme ça. Mais moi, je dis qu'il faut essayer. Il faut essayer, de toute façon, on n'a rien à perdre à part améliorer notre quotidien et notre qualité de vie, en fait. C'est ça. C'est ce que je dis souvent aux gens qui sont un peu réticents, hein. On a l'impression presque des fois de risquer notre vie à essayer quelque chose de nouveau parce qu'on sort de notre zone de confort. Mais souvent, la zone de confort est justement inconfortable. Donc, l'idée, c'est de découvrir voilà, des pratiques. Alors, il y en a qui vont nous parler, puis d'autres moins, comme les profs à l'école, hein. Il y en a qui nous passionnaient et puis d'autres avec lesquels on avait plus de mal. Donc, l'idée, c'est de trouver et à la fois la pratique, mais le praticien avec lequel je me sens bien, celui avec lequel il y a une connexion, une synchronisation qui s'effectue, alors qu'on la conscientise ou pas. Mais c'est un peu comme quand on fait des rencontres, hein. Des fois, on se dit « oh, lui ou elle, je ne la sens pas », et puis d'autres, tout de suite, ça le fait. On n'a pas besoin de toujours conscientiser et tout comprendre. Ça aussi, souvent, souvent, je trouve qu'on veut tout comprendre pour pouvoir faire. Mais si on laissait faire, si on expérimentait, quand on change une roue de voiture qui a crevé, on n'est pas obligé de comprendre pourquoi on a crevé la roue pour la changer. On peut s'autoriser à dire, bon, bah, j'ai crevé, je fais le constat, je mets la roue de secours et j'y vais, je roule. Et après, peut-être que je comprendrai éventuellement pourquoi j'ai crevé, mais ce n'est pas conditionné. Et c'est ça aussi que nous apportent toutes ces techniques dans l'hypnose, c'est d'accepter de voir les choses autrement. Un peu comme quand on mange, on a appris à faire entrée, plat, dessert. Ben ça, c'est un conditionnement. Pourquoi entrée, plat, dessert? Pourquoi pas dessert, entrée, plat? Ou dans un autre sens, finalement. Donc, on est libre de faire comme on veut. Complètement. Et d'ailleurs, si justement, là, je vous vois, je vous écoute et je me dis, tiens, j'aimerais essayer justement l'hypnose ou j'aimerais justement développer un peu tout ça ou pourquoi pas me former à l'auto-hypnose, comment je peux trouver un bon praticien? On est d'accord que ça reste compliqué de se dire, on a déjà la peur de se confronter à quelque chose que l'on ne connaît pas, mais du coup, pour être rassuré, quels conseils on pourra apporter aux gens qui nous regardent pour justement trouver la bonne personne? Alors, je vais peut-être répondre en m'appuyant un petit peu sur mon parcours et puis rebondir sur ce qu'a dit Gersand aussi. Donc moi, l'hypnose, auto-hypnose, ce n'était pas quelque chose, pour être très franc, qui m'attirait beaucoup au début. Et puis, j'ai eu cette chance que le CHU de Grenoble me propose de venir d'abord tester pour un petit peu ressentir. Et je pense que la première étape, c'est ça, c'est d'avoir ou de créer l'opportunité de tester. Ça peut être en trouvant un praticien avec lequel, comme Gersand le disait, on se sent bien. Ça peut être aussi d'échanger avec son neurologue ou les infirmières, ainsi de suite, en disant, tiens, c'est quelque chose que je voudrais essayer. Est-ce que vous avez des conseils, des personnes à me conseiller avec qui je pourrais pratiquer? Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est si on veut développer, donc il y a deux possibilités. Soit on va aller en effet régulièrement avec un praticien avec qui on a établi cette relation de confiance qui va nous aider à avancer sur le chemin de l'hypnose et en tirer les bénéfices. Soit l'autre solution, c'est la chance de ce que j'ai eu la chance de faire, pardon, je vais y arriver, c'est d'être formé. Donc, le CHU de Grenoble avait fait un test avec 3 groupes à l'époque en 2017 où on avait 8 ou 10 séances de formation avec un spécialiste de l'hypnose qui nous a appris justement à utiliser un certain nombre d'outils pour déjà rentrer j'allais dire, en état de conscience modifié, pour se mettre dans un état où on se déconnecte un peu de l'environnement et venir faire un certain nombre de travail pour relâcher des tensions, pour se ressourcer, pour gérer ses émotions, ainsi de suite. Et donc, il y a vraiment ces deux approches, c'est s'appuyer sur un thérapeute, et ça, je pense que c'est important au début, et puis après, éventuellement, avec le thérapeute, gagner en confiance et être capable de créer ses propres ressources pour les utiliser au moment où on en a besoin. Et ça, c'est très important. C'est de travailler ça de manière régulière. Pour le moment où on a besoin, boum, c'est là, et je sais trouver l'état qui me convient au moment où j'en ai besoin.
C'est ça. Et je pense aussi que pour la recherche, généralement, les gens, ils vont sur Google. Alors, s'ils vont sur Google, je pense que la priorité, c'est se fier aux commentaires. C'est-à-dire, je pense que ça reste quand même est quelque chose de primordial. Et il y a des choses qui existent, notamment avec Maxence, ce sont des journées découvertes, où là, on a la possibilité d'aller découvrir justement certaines pratiques. Et donc, du coup, on y va plus facilement parce qu'on se dit, tiens, là, je peux choisir, je vais aller vers la personne qui me tente. Et le premier essai est plus ou moins gratuit. Donc, du coup, c'est vrai que on se laisse plus vite tenter. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où on a ressenti quelque chose, où on a essayé une pratique et que ça a fonctionné, c'est pas arrêter. C'est-à-dire qu'on a aussi cette tendance-là, il faut l'avouer, à commencer à voir que quelque chose fonctionne et à pas continuer derrière. Et il me semble important que quand on a envie de changer son quotidien, si on se dit maintenant je veux devenir acteur de mon parcours de soins et je décide d'écouter mon corps en allant voir ce praticien ou en me formant l'auto-hypnose, il ne faut pas s'arrêter à une séance. Je pense qu'il faut continuer, c'est important parce que ce n'est pas en une fois qu'on règle les choses. Rien ne se règle en une fois, ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Oui, alors je voulais juste rebondir sur le fait que tu parles de Maxence, mais c'est vrai que je voulais juste réexpliquer ce qu'est Maxence. Donc, ce sont des cabinets de thérapie complémentaire que j'ai créés, où justement, l'idée, c'est de parler le plus possible de toutes les pratiques complémentaires qui existent et qu'effectivement, mais il y en a de plus en plus des cabinets, ils ne s'appellent pas tous Maxence, et heureusement. Et effectivement, c'est une bonne démarche que d'aller à la rencontre des praticiens. Deuxième chose aussi, Google, il y a les avis, mais il y a aussi où a été formé le praticien. Ça peut être intéressant aussi de savoir. Personnellement, je viens de l'Arche, l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, donc il y a à Paris notamment, mais pas que, ils sont aussi à Nice et ailleurs. École qui a été créée par Kevin Finel. Il y a aussi l'IFHE, qui est une très bonne école. Donc voilà, se renseigner aussi sur ces pratiques. Et puis, tu disais quoi en dernier? Il y avait quelque chose aussi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. J'ai une sclérose en plaques et des troubles cognitifs. C'est pas très, très cool ce que tu es en train de faire, je ressens. C'est pour voir si tu suivais. Non, mais bon. En tout cas, oui, l'idée, c'est aussi d'essayer. On pourrait expliquer pendant des heures qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et c'est vrai que j'invite les gens à essayer. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu disais aussi qu'en une séance, on ne règle pas tout. En fait, j'aime bien associer le travail qu'on fait sur soi, avec l'hypnose par exemple, comme un apprentissage. Quand on apprend à faire du vélo, c'est pas tiens, ou quand on apprend à conduire, c'est pas tiens, je fais une séance avec mon moniteur et ça y est, je sais conduire ou je ne sais pas conduire. Non, ça demande un petit peu de temps, effectivement, même si on est dans le cadre de thérapie brève. Et c'est se laisser le temps. Le temps du corps n'est pas le temps de la tête. C'est comme quand vous rentrez dans l'eau l'été, vous avez chaud. Peut-être que votre cerveau, il vous dit « Oh là là, ça serait bien que tu mettes tout le corps dans l'eau d'un coup. » Sauf que quand vous arrivez et que vous mettez les pieds dans l'eau, votre corps, il vous dit « Non, ça ne va pas se faire en une fois. Il va falloir y aller progressivement. » Et chacun son rythme. Parce que c'est ça aussi. On est dans une société où c'est on-off. C'est je prends, je consomme, voilà, c'est bon, c'est pas bon. Un travail sur soi, c'est je suis dans l'accueil, je suis dans l'amour, je suis curieux de savoir comment je peux fonctionner. Et effectivement, ça peut demander un petit peu de temps et le corps a besoin de ce temps. Voilà. Donc, merci de l'avoir rappelé aussi, Eva. Ouais, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Deux choses. La première, en effet, c'est il faut un peu de temps. Quand j'ai commencé l'auto-hypnose, il y a la phase découverte, on écoute tout content, on essaye et tout. Et donc là, c'est bien. Et puis tout d'un coup, on se dit, bon, ouais, je ne sais pas, est-ce que je vais vraiment y arriver, ainsi de suite. Et c'est vraiment quelque chose à travailler de manière régulière et qui là devient vraiment très puissant. Et puis, alors, tu parlais de la chaleur. Moi, je vais donner deux, trois exemples dans ma vie de mal chronique. Comment est-ce que j'utilise l'auto-hypnose? Alors, il y a l'aspect des douleurs, on en a parlé, pour se déconnecter un peu de cette spirale infernale dans laquelle on s'enferme. Il y a aussi, comme exemple, le sommeil. On se réveille la nuit, on pense à plein de choses, et puis le cerveau, il est parti en boucle. Et là, c'est d'arriver à calmer, gérer les émotions, arriver à se poser, ainsi de suite. Et alors, la chaleur dont tu parlais, on est pas mal dans la sclérose en plaques qui est impactée par la chaleur. Et là, on a plus de mal, il y a plus de troubles, parfois plus de difficultés à marcher, ainsi de suite. Et je sais qu'un des outils qu'on avait travaillé
avec la personne qui nous a formés, c'est justement d'arriver en état de conscience modifié à faire comme une sorte de gant sur la main, de gants frais, en entouré des bandes, en imaginant que les bandes sont fraîches, ainsi de suite. Et quand ces périodes de chaleur, l'été arrive, ainsi de suite. Et c'est vraiment très impressionnant. On réfléchit à ça, on se replonge dans cet univers où j'ai cette sorte de gants froids qu'on vient appliquer sur différentes parties du corps. Et je vous promets, c'est très impressionnant. On a vraiment cette impression de fraîcheur qui nous fait du bien, qui relâche les tensions, ainsi de suite, quand on est en plein été et qui fait 35 ou 40 degrés. Et ça, c'est vraiment des applications concrètes. Alors, on n'y arrive pas du jour au lendemain en claquant dans les doigts, mais ce sont vraiment des applications concrètes de l'hypnose et de l'auto-hypnose qui, dans ma vie de tous les jours, en tant que patient, m'apportent énormément de bénéfices. C'est juste un petit partage. Je repensais à ce que tu disais sur la chaleur, fraîcheur. Et voilà, c'est des outils assez impressionnants. Que je comprenne bien, Géraud. Donc là, on est d'accord avec Uthoff qui arrive, le syndrome d'Uthoff qui arrive avec la chaleur. Donc, si j'ai envie d'essayer ce que tu me dis, donc je me mets dans un endroit calme, on est plutôt d'accord, je ferme les yeux. Et là, donc, je m'imagine donc que j'entoure ma main de compresse gelée. C'est ça, Alors, donc. en fin de compte, c'est se mettre en effet dans un endroit calme, prendre le temps de bien respirer, se poser, ainsi de suite. Ouais. Deuxièmement, c'est d'avoir une technique qui peut être par la respiration, qui peut être, on va en reparler peut-être tout à l'heure, qui peut être d'associer des couleurs, ainsi de suite, pour rentrer dans un état un petit peu où on se déconnecte. Et c'est d'avoir travaillé auparavant un certain nombre d'outils, donc ou dans cet état un peu de conscience modifiée où je suis calme, d'imaginer que j'entoure ma main en effet de compresses qui sont fraîches, ainsi de suite, de ressentir cette fraîcheur, d'imaginer ma main est fraîche, d'associer ça peut-être à de l'eau froide, à un torrent en montagne ou quelque chose comme ça. Et doucement, on sent cette impression de fraîcheur. Et cette main, mentalement, on va imaginer qu'elle va se déplacer sur le corps, se déplacer sur les épaules, sur les bras, sur les cuisses, et vraiment s'imprégner et ressentir cette approche de fraîcheur. Et ça, il y a quelque chose de primordial, c'est qu'il faut l'avoir fait un certain nombre de fois pour que le jour où on a besoin, le syndrome du TOF arrive, il fait chaud, c'est l'été, et avoir fait travailler son cerveau comme un muscle, l'avoir fait travailler pour être capable de rentrer dans cet état-là et de ressentir cette fraîcheur. D'accord. Et je suis hyper cartésien à la base, je peux vous dire, je le dis au passage, et c'est quelque chose, je me suis dit, bon, il est sympa, il est en train de me raconter ça, voilà. Non, en travaillant vraiment, en étant accompagné par des bons praticiens et en travaillant ces aspects-là, on arrive à le reproduire derrière. Et le bénéfice, il est franchement énorme. Ah, mais je peux que acquiescer tout ce que tu dis, puisqu'il y a encore 5 ans, j'étais plus que cartésienne. C'était à l'époque où j'avais perdu mes jambes depuis plus de 2 ans, où j'avais un pilulier qui débordait, avec des douleurs horribles. Et puis, on m'a parlé d'hypnose et j'ai juste éclaté de rire en me disant, mais est-ce que vous croyez franchement que l'hypnose va pouvoir faire quelque chose dans l'état dans lequel je me trouvais? Et c'est en rééducation, généralement, on attend toujours ce moment-là d'ailleurs. Et j'ai du mal à comprendre la nature humaine, mais je crois qu'on est tous plus ou moins pareils. On attend les moments où on touche le fond pour se dire, là, du coup, j'ai plus rien à perdre, donc je vais essayer. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé puisque j'étais vraiment très cartésienne, je croyais en rien. Enfin, certainement à des choses, mais du moins pas du tout en l'hypnose et tout ce qui pouvait nous accompagner au quotidien. Je me demandais comment cette part de psychologie pouvait prendre cette ampleur-là. Et j'ai rencontré donc Gersande, qui est en centre de rééducation. Et je me suis dit, un peu comme beaucoup de gens, j'ai plus rien à perdre et puis je me laisse aller. Mais avant ça, elle m'a fait quelques petits essais pour justement que je me retrouve, voir si j'étais prête à me lancer dans cet état modifié de conscience. Donc, je vais lui laisser la parole parce que je pense que ça vaut un petit peu le détour. Je croyais que c'était top secret, moi, que je ne devais pas en parler. Non, mais c'est vrai que quand je t'ai eu au téléphone, à ce moment-là, effectivement, j'ai senti quelqu'un de très curieux, très curieux, très sceptique aussi. Mais les deux, la curiosité, on dit que c'est un vilain défaut. Moi, je crois que c'est une belle qualité parce que la curiosité, en fait, nous donne envie. Et quand on a envie, on va vers. La peur nous paralyse souvent, la peur de changer, la peur de ne plus maîtriser, si tant est qu'on maîtrise un jour quelque chose. Mais bon. Et donc, l'idée, c'était, oui, de faire des petites choses très simples. Tu
À l'époque, tu me parlais de choses concrètes et ça va faire le lien avec les techniques qu'on peut utiliser. Justement, Géraud en parlait du gant froid, mais ça peut être aussi, tiens, si j'ai une douleur, quelle couleur je lui donne? Alors, c'est vrai que souvent, quand je pose la question aux gens, quelle couleur? Ça n'a pas de couleur, une douleur. Si tu imagines, parce que c'est le pouvoir de l'imagination, en fait. Si tu imagines que ta douleur a une couleur, c'est laquelle? Peu importe, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne couleur. C'est chacun la sienne. Et puis, quand on imagine une couleur, eh bien, on peut imaginer que dedans, on va y faire couler une autre couleur, comme du blanc, par exemple, comme on peut faire couler du lait dans un chocolat, un thé ou un café. Et d'un seul coup, eh bien, étonnamment, en tout cas, quand on le fait avec l'idée vraiment, tiens, je le fais, j'y crois. Encore une fois, c'est quoi mon intention? Si mon intention, c'est de prouver que ça ne fonctionne pas, bien sûr que ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est mathématique. C'est comme tout, voilà. Comme l'athlète qui prend la ligne de départ de la course, il s'imagine qu'il va perdre. À mon avis, il y a des chances pour qu'il ne la gagne pas. Mais donc, si on se dit, OK, tiens, j'ai tout à gagner à suivre ce qu'elle me raconte, pourquoi pas? Et c'était ton cas, parce que la connexion, c'est vite fait, même en ligne, on n'a pas besoin toujours de se voir. Il se passe des choses. Et puis, sur un autre plan, et puis effectivement, de mettre une autre couleur, de laisser glisser ce blanc, qui peut être chaud ou froid d'ailleurs, on peut y ajouter cette notion-là. D'un seul coup, il se passe un truc dans mon corps, tiens, c'est étonnant. Et plus on est étonné, plus on se concentre sur l'effet que ça fait, et plus ça peut l'amplifier et ça peut faire du bien. Et je voulais aussi faire un rapport, parce que souvent, on ne se rend pas compte à quel point on a ces ressources-là à l'intérieur de nous. Si je prends l'exemple inverse, si je prends par exemple une personne, femme ou homme, en général c'est plutôt les femmes, mais peu importe, qui se trouve toujours trop grosse, et elle a beau maigrir, elle se trouve toujours trop grosse. Dans le miroir, sa réalité, ça va être je suis trop grosse, par exemple, même si quelqu'un d'autre à côté a un autre regard. Et donc, qu'est-ce qui vient prendre le pas? C'est son imaginaire, en fait. Et son imagination est plus fort que la réalité. Donc, l'idée, c'est que c'est pas tant qu'on va jouer sur son poids. Est-ce qu'elle est grosse ou maigre? C'est pas ça. C'est de quoi j'ai besoin pour changer ma perception, en fait. Et c'est parce qu'on s'autorise à changer sa perception des choses, parce que tout est relatif, que d'un seul coup, ça va mieux. Parce que souvent, les gens se disent non, si je perds du poids, je m'accepte. Et si tu commençais par t'accepter et que peut-être qu'après, finalement, que tu perds du poids ou pas, ça soit bien. Et ça, c'est pareil avec tous nos symptômes, finalement. On pourrait les traiter pareil. Et le pouvoir aussi de l'imaginaire ou du corps aussi, enfin, comment je pourrais dire, quelqu'un qui a perdu un membre, si je vais un peu plus loin, souvent on dit qu'il a encore des ressentis comme si le membre était là. Or, il n'est plus là, d'accord? Et donc, l'idée, c'est de travailler sur cette perception, sur le fait qu'on accepte qu'il ne soit plus là, etc. Enfin, et ça paraît peut-être, on se dit, oui, ça, c'est plus possible, mais tout est possible, en fait, avec des techniques très douces, avec des autorisations qu'on peut se donner à faire les choses autrement. Souvent, on sait faire, c'est juste qu'on ne s'autorise pas à le faire. C'est toute la subtilité, en fait, de la chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Géraud. Alors, juste avant, on a parlé, quand on avait parlé l'autre jour, là, Gersande, je pense que ça peut être intéressant qu'on donne 2-3 petits tuyaux, 2-3 petites techniques. Et tu m'avais parlé d'une technique de la langue pour arriver à concentrer le cerveau. Est-ce que tu peux expliquer? Je pense que ça peut intéresser pas mal les personnes Oui, qui elle est nous géniale écoutent. en plus. Et puis, j'en donnerai une autre après. Oui, par exemple, quand on reprend la douleur, parce que c'est quand même un vrai sujet, la sclérose, mais pour d'autres choses aussi. Donc, la douleur, voilà, on est concentré sur la douleur, on a l'impression qu'il n'y a que la douleur, voilà, qui envahit et notre corps et notre cerveau et nos idées. Donc, l'idée, c'est évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, Eva, se mettre au calme, confortablement installé, fermer les yeux et se concentrer sur son corps, mais sur une autre partie du corps. Par exemple, si on a mal aux jambes ou dans les membres, aux bras, peu importe, c'est de se concentrer, par exemple, sur sa langue. Et d'un seul coup, de porter toute l'attention sur la langue dans la bouche. Qu'est-ce qui se passe quand elle est collée au palais? Qu'est-ce qui se passe quand elle est décollée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et pendant que je suis là concentrée à me focaliser sur ma langue, sur la position qu'elle a dans ma bouche, sur les différences que ça provoque ou ça génère dans ma bouche et peut-être même autour de ma bouche, peut-être qu'il y a d'autres résonances, et bien d'un seul coup,
Ça veut dire que je me focalise sur autre chose. J'amène d'autres pensées. J'amène même peut-être une autre sensation dans mon corps. Et ça, je peux le faire naturellement toute seule. Et c'est une technique très, très simple. J'invite tout le monde à essayer et à prendre le temps vraiment de prendre conscience, d'être en pleine conscience, en état modifié de conscience, sur soi, mais d'une autre façon. C'est ça dont tu voulais parler, Géraud, j'imagine? Oui, tout à fait. Et puis, je vais donner un autre exemple quand on est un peu stressé, un peu speed, qu'on a besoin de se détendre. Il y a un exemple que j'aime bien parce que on regarde dans la pièce où on est et puis il y a toujours un interrupteur là qui est rectangulaire ou quelque chose de rectangulaire, un cadre ou une affiche, ainsi de suite. Et alors moi, ce que je fais de temps en temps, c'est j'ai besoin de m'apaiser un petit peu, de me détendre, tout ça, d'évacuer certaines pensées, la douleur, peu importe. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde ce triangle. J'inspire sur un petit côté, c'est j'imagine, je suis avec mes yeux le rectangle, pardon, et j'inspire. Et puis sur la partie la plus longue, je vais expirer. Et puis j'ai mes yeux qui suivent comme ça le rectangle. Et puis hop, j'inspire sur une petite partie et j'expire sur la plus longue partie. Et en fin de compte, le fait déjà d'avoir une expire plus longue que l'inspire va permettre de s'apaiser et de suivre comme ça un rectangle va concentrer mon esprit sur ce rectangle-là. Je vais m'apaiser et éventuellement, je peux juste rajouter quelque chose, c'est je mets ma main sur mon ventre et ma main sur le ventre, elle suit l'inspire comme un ballon qui se gonfle et comme un ballon qui se dégonfle. Et juste de faire ça, vous allez voir, vous centrez l'esprit sur le rectangle, vous associez la respiration et tranquillement, vous allez voir, l'apaisement va arriver. Ça, c'est un premier exemple concret pour un petit peu se déconnecter. Et puis, je vais donner un deuxième exemple qui est comment est-ce que j'utilise l'auto-hypnose dans quelque chose qui va tous vous parler autour des écrans, ce qui est l'IRM. L'IRM, pour beaucoup, ça peut être anxiogène, ça fait beaucoup de bruit, on est enfermé, voilà. Alors moi, il y a une technique que j'utilise qui est le bruit de l'IRM, en fin de compte, je l'associe au sonar d'un sous-marin. Et j'imagine que ce bruit tombe, tombe, tombe comme ça. C'est comme si j'étais dans le sous-marin. Je me balade sous l'eau parce que c'est un environnement dans lequel je suis bien et que j'aime bien. Et en fin de compte, le sonar, il vient détecter des bancs de poissons. Et puis, j'imagine ces bancs de poissons, les couleurs, j'imagine la température de l'eau. Et mon esprit, il est complètement concentré sur ce monde sous-marin qui, moi, me convient bien, qui ne convient peut-être pas à d'autres, et on en reparlera, il y a d'autres techniques. Et donc, ça me permet, à la fin, quand l'IRM est fini, on me dit, monsieur, c'est fini. En fin de compte, je ne me suis même pas rendu compte que l'IRM était passé. Mais je crois que pour toi, c'est un autre environnement, Eva, C'est qui ça, c'est ce que t'emmène. j'allais rebondir dessus justement parce que pour les personnes claustrophobes, s'imaginer dans un sauna, ça peut être un peu plus anxiogène. Donc moi qui ai besoin d'air, effectivement, avec le bruit de l'IRM, je m'imagine en techno-parade, mais pas forcément avec des chansons techno, c'est-à-dire que je vais chanter toutes les chansons dans mon répertoire. Donc avant, je m'endormais, puis maintenant, je finis la rave party dans ma tête au moment où le bouton appuie. On me dit, Madame Naudet, c'est fini. Et c'est très efficace parce que récemment, j'avais développé une phobie de l'IRM qui est arrivée suite à un événement au niveau de la santé. Et du jour au lendemain, moi qui étais habituée à faire des IRM et qui m'endormais justement avec cette technique déjà auparavant, ne fonctionnait plus. Je paniquais, je finissais complètement en pleurs et c'était impossible. Ça faisait 2 ans que je n'avais plus refait d'IRM. Puis là, je me suis dit, non mais Eva, c'est pas l'IRM qui va être plus fort que toi. À un moment donné, tu vas repartir dedans. Et de toute façon, c'est rien. Il faut repartir dans ton imaginaire. Il faut que tu te sers de la capacité que tu as là-dedans en te disant que c'est nécessaire, tu en as besoin. Donc, si c'est nécessaire et que tu en as besoin, tu as les capacités en toi d'y arriver. Et je suis repartie en technoparade pour l'IRM cérébral et médulaire et ça s'est très, très bien passé. Tant mieux, tant mieux. C'est un bel exemple. Justement, alors, tout le monde n'a pas la même force de caractère. Et c'est pour ça que l'idée de se faire accompagner, justement en douceur, de découvrir que finalement, on a des capacités, voilà, même si on est convaincu du contraire, eh bien, ça permet de vivre des situations au quotidien, mais aussi peut-être de retraiter des informations qui sont liées à notre passé, à ce qu'on a vécu, d'une autre façon aussi. Je prends souvent l'exemple de ranger. Quand on a une armoire qui est en bazar, en dressing où il y a plein de bazar, on ne sait plus ce qu'on a. Donc l'idée, c'est de tout vider
de tout mettre à plat, de se rendre compte de tout ce qu'on a, et puis vêtement par vêtement, se demander s'il nous procure encore du bonheur, hein, comme Marie Combeau dans son bouquin La magie du rangement. Et tout ce qui ne nous sert plus, on le donne, on le vend, on le jette, et puis on garde l'essentiel. Et cet essentiel-là, on le range, bonne étagère, bon tiroir. Et là, d'un seul coup, on a de la place. Et on a de la place pour y mettre autre chose. Et c'est aussi simple que ça, en fait. N'est-ce pas? Oui, il y a un point qui est important, c'est quand je parle d'auto-hypnose avec d'autres patients ou pas d'ailleurs, les gens me disent, oui, mais moi, quand il m'arrive quelque chose, je n'arrive pas à imaginer. Et alors, Gerson a raison, je pense que de se faire accompagner, parfois, ça peut aider justement à casser certaines barrières et à avancer. Et alors, l'autre chose, il y a une autre technique qui est très utile, je trouve, c'est ce qu'on appelle les balades sensorielles. C'est-à-dire que quand vous vous promenez quelque part, eh ben, vous êtes dans un endroit que vous aimez bien et c'est d'habituer votre cerveau à profiter de l'instant présent et à imaginer. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les cinq sens, hein, VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et il m'en manque un. Visuel, auditif. Visuel, alors VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Voilà, j'ai les cinq. Et l'idée, c'est quand je suis dans un endroit que j'aime bien, eh ben, je prends conscience de cet environnement. Tiens, finalement, qu'est-ce que je ressens? Tiens, les fleurs, est-ce que je sens quelque chose par rapport aux fleurs? Ou l'herbe qui vient d'être coupée? Ou le bruit, je ne sais pas, des vagues si je suis au bord de la mer, ainsi de suite. Et vraiment d'habituer notre cerveau à s'imprégner de ces moments-là, parce qu'après, justement, quand on va être en séance d'hypnose ou d'auto-hypnose, nos sens, ils vont être habitués à nous faire voyager. Et c'est ce qui va nous permettre, quand on est dans les REM ou quand on est ailleurs, de faire appel à… Petit problème de connexion pour Géraud. Il est parti en auto-hypnose. Oui, je pense qu'il est parti loin, mais il va très vite. Ah, il est revenu. Vous m'entendez? Je suis revenu, oui. Voilà. C'était un peu, tu me vois pas, tu me vois pas. Vous voyez. Je suis sorti de ma transe. Voilà, donc ce que je disais, c'est de faire cette balade sensorielle où vous allez être dans l'instant présent et puis habituer le cerveau aussi à voyager et à nous emmener dans des endroits où on est bien. D'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai qu'on disait qu'il y avait des personnes, c'était un peu compliqué parce qu'ils n'avaient pas les outils. C'est pour ça que se faire accompagner, je dirais même que c'est primordial parce que je pense que quand on est soi-même à terre, on ne peut pas s'aider à se relever. Il nous faut quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il ne faut pas attendre qu'il arrive et qu'il nous tende la main. On a la capacité d'être acteur, de pouvoir choisir cet accompagnement, choisir par qui on va être aidé. Et je pense que c'est important. Et je voulais vous parler de quelque chose que moi j'ai trouvé et qui m'aide. On sait qu'à certains moments, moi je retrouve certaines difficultés à mettre ou en état d'auto-hypnose ou en état de méditation. Et j'ai trouvé ce masque que j'ai trouvé réellement super, encore sur les conseils de mon hypnose praticienne. Mais du coup, il m'accompagne assez quotidiennement. Et pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui ont envie d'avoir aussi un premier test, je le trouve plutôt pas mal parce qu'il a des stimuli. Il a des stimuli visuels, il a des stimuli sensoriels et il marche avec une application. D'ailleurs, vous allez nous en parler juste après ça. Et avec cette application, vous avez énormément de séances possibles pour traiter énormément de troubles qui peuvent également vous accompagner en plus au quotidien. Donc, il existe aussi des choses pour pouvoir améliorer notre quotidien en plus de l'accompagnement. Et Géraud, justement, il me semble que tu voulais nous parler d'applications qu'on pouvait trouver justement. Alors, j'ai pas de nom en tête là comme ça. Vous savez ce que c'est ces aspects cognitifs, mais il y a plein d'applications qui peuvent vous aider aussi, que ce soit, il y a des choses. Alors, on parle d'hypnose aujourd'hui et je pense que l'hypnose a beaucoup de valeur. Je ne ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui en défi sportif extrême si je n'avais pas eu l'hypnose pour m'aider. Après, il y a plein d'autres choses. Ce qui est important, c'est de trouver qu'est-ce qui est utile pour vous. Alors, il y en a pour qui c'est le yoga. Il y en a pour qui ça va être la sophrologie, il y en a d'autres pour qui ça va être la cohérence cardiaque. Et il y a en effet beaucoup de petits outils qu'on trouve facilement, des outils téléchargeables sur votre téléphone qui sont gratuits.
Par exemple, en cohérence cardiaque, vous allez voir un rond qui va grossir, diminuer, et qui permet de caler la respiration dessus. Et puis, il y a des phénomènes physiologiques qui se passent. Il y a plein d'autres applications. Il n'y a pas de séquence pub, donc je ne vais pas donner de nom, mais il y a plein de petites applications. Vous tapez application yoga, application respiration, application auto-hypnose, ainsi de suite, sur votre téléphone favori. Et vous trouverez plein de petits outils qui peuvent vous permettre de tester. Et puis après, avant d'aller vraiment tester ça en vrai pour se faire accompagner. En fin de compte, je pense que ça soit pour ces sujets d'hypnose, que ça soit dans la vie de tous les jours, on a souvent du mal un petit peu à demander de l'aide. Et je crois qu'il y a des associations, je veux dire, on est plusieurs associations autour de la table, dire appelez-nous, passez-nous un message, demandez-nous. Nous, on fait circuler les conseils. Et je pense que c'est ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est trouver quel est l'outil qui vous aide à, je dis toujours, plutôt que de ramer contre la maladie, à pagayer avec. Quel est l'outil qui va vous permettre de mieux appréhender le quotidien, ainsi de suite. Et je pense que ça, c'est important. Et on en avait parlé avec Gersande, qui est dans l'hypnose, mais qui est aussi, et c'est génial, ouverte à plein d'autres pratiques. C'est à un moment donné, on peut avoir quelque chose, c'est utile, et puis à un moment donné, faire autre chose. Gersande, je pense que tu peux en parler un petit peu aussi. Mais oui, je suis persuadée que toutes les pratiques sont complémentaires. Et c'est un peu comme une recette de cuisine. Chacun a sa recette. Quelqu'un qui va faire des crêpes va mettre de la farine, des œufs, puis il y en a un qui va mettre du lait, et puis un autre de la bière, un autre du rhum, je ne sais quoi. Et en fait, c'est un peu pareil quand on prend soin de soi. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné pour Pierre fonctionne peut-être pas pour Caroline. Et que chacun, en fait, a son parcours. Je pense que c'est vraiment un parcours, en fait. C'est comme une rééducation, c'est un parcours. Comment je rééduque, en fait, cette partie de moi de profiter de toutes les ressources qui sont là. Et comme on est tous élevés dans un certain conditionnement, effectivement, on n'a pas accès. Moi, souvent, en fait, on pense souvent depuis petit que l'esprit est quelque part et que le corps est ailleurs. Mais moi, quand je regarde l'humain, tout est au même endroit. Alors pourquoi tout ne serait pas relié finalement? Un peu comme quand vous allez chez l'ostéopathe. Si vous avez mal à l'épaule gauche, par exemple, eh ben, des fois, il vous dit que c'est la cheville droite qui ne va pas à la base. Et que le corps, en fait, comme tout le squelette est relié, il a compensé, la douleur, elle vient se nicher ben là où il ne peut plus compenser. Et qu'en fait, ce n'est pas tant l'épaule qu'il faut régler, c'est la cheville. Eh bien, c'est exactement pareil dans notre fonctionnement psychique et émotionnel. Parce que la base, en tout cas, je pars de ce postulat personnellement, c'est que nous sommes des êtres émotionnels. Et que si le corps, il exprime des choses, c'est peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a aussi des choses à aller toucher, écouter, transformer, régler, réconforter, chouchouter. Voilà, je ne sais pas, on peut prendre tous les termes qu'on veut. Et effectivement, l'hypnose est un moyen, mais comme tu disais, Géraud, il y a aussi la kinésiologie, il y a le neurofeedback dynamique, il y a plein de choses neuromatiques, comme voilà, la sophrologie, le shiatsu, enfin, il y a tellement de choses qui nous font du bien, qui nous ramènent à nous, à notre corps. Et c'est vrai que souvent, je fais aussi, je vais la faire aujourd'hui, je vais me faire plaisir, la métaphore de la voiture. On pense toujours à amener le véhicule, notre voiture, au garage, hein, parce qu'on se dit non, mais il faut faire la révision, je n'ai pas envie qu'elle tombe en panne. Mais avec nous, avec soi, avec notre corps, on ne pense pas à le faire. Combien de fois les gens me disent non, je ne vais pas voir un ostéopathe, j'ai pas mal. Ah bon, il faut attendre d'avoir mal pour. Si justement on anticipait, si on prenait soin de notre machine, de notre corps, de tout ce qu'il compose, donc le biologique et l'émotionnel et l'énergétique, pour justement aller bien. Alors, effectivement, après, il y a quand on a mal, eh bien, encore plus, j'ai envie de dire, encore plus pour aller bien. Je rajoute juste un petit outil aussi qui vient d'être créé pour l'hypnose, je trouve formidable parce que je l'ai essayé, j'en parle, c'est la Dream Machine. En fait, c'est encore un peu plus fort, c'est en même temps qu'il y a une oscillation de lumière et du son qu'on écoute, il y a cet état modifié de conscience qui vient s'installer encore plus profondément. Donc le masque, la Dream Machine, enfin toutes ces choses qui combinent le digital à finalement des pratiques ancestrales, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, et très moderne pour aller encore mieux. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver que le champ des possibles, il est énorme, qu'il faut arriver à
à trouver ce qui est bon pour soi, ne pas hésiter à se faire aider, pardon. Et puis, comme tu disais, hein, il n'y a pas de mal à prendre soin de soi. Au contraire, c'est quelque chose de primordial. Et on le sait, en Asie, où j'ai vécu pendant très longtemps, les gens sont sur cette approche un petit peu proactive, en amont, avant d'avoir mal, avant ainsi de suite. Je travaille un certain nombre de choses et je peux vous garantir que le bénéfice, il est juste énorme. Et je Voilà. tiens à rajouter quelque chose pour pas que les personnes puissent faire un amalgame. Il faut savoir que tout ce qui est soins de support comme ça, c'est toujours en complément de l'équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que d'aller voir une hypnopraticienne, d'aller faire de la sophrologie ne va pas remplacer votre neurologue, ne va pas remplacer votre médecin rééducateur, ne va pas remplacer… Enfin, il faut aussi prendre conscience des choses, qu'on a autant besoin de l'équipe pluridisciplinaire qui va s'occuper de notre pathologie pure et dure pour nous donner un traitement de fond ou autre, nous trouver l'accompagnement dont on a besoin. Nous avons besoin de l'équipe pluridisciplinaire avec la rééducation et justement tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte, l'APA, le kiné, l'ergothérapeute, le neuropsy, l'orthophoniste. Et en plus de ça, on va y rajouter l'hypnothérapeute, on va y rajouter l'hypnopraticien, nous allons y rajouter du yoga, nous allons y rajouter de la sophrologie. Et en fait, tout ça va nous permettre d'avoir un parcours optimal de soins dans la mesure où le côté, entre guillemets, vraiment médical est bien géré par l'équipe et le côté de notre corps, de notre être émotionnel est accompagné aussi de l'autre côté. Il faut savoir chacun son métier à un moment donné. Et donc, du coup, quand on a besoin d'avoir une baguette, on va voir le boulanger. Et quand on a besoin de mieux dormir la nuit, notre neurologue va être là pour nous orienter, nous conseiller. Mais il y a tellement de choses qui peuvent nous accompagner à gérer certains troubles. Donc, je pense que nous sommes tous essentiels à ce niveau-là. Il faut juste s'autoriser de se dire « j'ai également besoin d'aide ». Je vais devenir acteur aussi de mon parcours de soins et je vais choisir la personne qui va m'accompagner pour mieux gérer mes émotions, mes douleurs, mes troubles, à mieux comprendre ce qui se passe dans ce corps. Et je pense qu'à nous tous, c'est très important de communiquer là-dessus, que c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Toujours plus fort ensemble, hein. C'est vrai. L'union fait la force. Non, La en tout cas, c'est une complémentarité. jolie croyance, je trouve. Non, je pense que c'est une très bonne conclusion, ce que tu viens de dire. C'est un outil de plus ou des outils de plus qui vont nous permettre d'être mieux et d'avancer avec. Donc, je pense que c'est… voilà. Et puis, si vous avez envie de plus d'infos, il faudra nous demander. Mais c'est top. C'est ça. Il ne faut surtout pas hésiter. Il y a un chat en place juste en bas. Par la suite, nous allons reprendre le relais avec Gerson Diclou pour répondre à vos questions. Dans tous les cas, ça a été un réel plaisir de passer ce moment avec vous, de pouvoir communiquer aux patients ce qui existe et qu'est-ce que l'hypnose et comment elle peut nous aider. Et je pense qu'on a tous compris que ça mérite le détour d'aller y jeter un petit coup d'œil. Merci. Super. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Donc, nous allons répondre aux différentes questions du chat dans quelques instants. À tout de suite. Stop. Hervé? Et puis là. Il est en hypnose. Il est hypnotisé. Mais quand on a besoin de toi, tu n'es plus là. Tu vois? Tu vois plus. Tu vois plus. Merci. Vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était super fluide. Ouais. J'ai trouvé que c'est passé super vite quand je vois l'heure. Oui. Ouais, ça va. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que… Assis, fluide. Et puis, c'est un bel échange. Je pense que c'est bien complété. Oui. Et ça ne m'étonne pas, mais c'est chouette. C'est cool même. Ouais, je pense qu'on a un peu abordé tous les sujets. Je Oui. pense qu'on a été rassurant, explicatif. Enfin, je pense que ça va le faire. Ouais, oui, ça le Oh, fait. ça Et puis, moi, j'aime bien ce format échange. On n'est pas… tu te souviens quand on était intervenu la dernière fois sur l'hypnose, tout était cadré. On avait le fil conducteur. Il fallait dire la phrase qui était écrite. Et moi, j'aime pas ça. Ah, moi non plus. Surtout que je n'étais pas d'accord avec ce qui se disait par la suite. Alors, du coup, je ne pouvais pas dire mon mot. Là, au moins, on partage. Et je préfère cette approche-là. Et merci à toutes les deux parce que c'est un bel échange. C'est chouette.
Ouais, vraiment, c'était vraiment top et je pense que même à l'avenir, on pourra se resservir de cette interview-là, de cet échange, parce que je pense qu'il est vraiment riche pour les patients. Ouais, j'espère qu'il… Ouais, vas-y. Ouais, pardon. C'est vrai que tu as parlé du masque que je trouve super et je me suis dit, oh, faut que je parle de la Dream Machine, mais peut-être ça t'a embêté que j'en parle. Non, 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 ça va? moi non. C'est un outil aussi. Enfin, je trouve que le digital qui vient se mêler à… Enfin, voilà. Comme ça s'adresse à ceux qui aiment le digital, ceux qui n'aiment Oui. pas ça et ça ouvre encore plus de portes, je trouve. Enfin, Moi, voilà. je trouve ça bien parce que chacun va être sensible à des outils ou des approches différentes. Il y en a qui ont besoin d'aide pour se plonger dans l'environnement, qui ont besoin de stimulation, on va chercher le terme de stimulation et tout. Et donc, je trouve ça, ils ont vu le champ du possible avec plein de choses différentes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Donc, ça. c'est chouette. Après, ils Puis prendront… honnêtement, je crois qu'on a été nickel au niveau du temps. Je crois que franchement, On était à combien de temps, là? je pense qu'on a fait 45 minutes d'enregistrement. Il me semble. Hein. Ça enregistre toujours, on ne dit pas de bêtises. Hein. Ça va faire le best-of. Ouais. Hein. Ouais. C'est ça sera notre moment Hervé, best-of. reviens parmi nous. Hervé, Hervé, Je lui ai Hervé. envoyé un message, je vais l'appeler, je vais lui dire C'est fini. mais Bon, t'es où bah écoutez, merci. T'es T'étais où pas là. Et ouais.